Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment fonctionne la méthode de Cross. Vous allez voir en fait qu'on est dans la continuité des méthodes de déplacement et des méthodes de rotation qui maintenant normalement devraient être bien connues et bien comprises. Et donc la méthode de Cross, en fait, vous allez voir aussi qu'on l'enseigne parce que c'est une méthode qui a été utilisée pendant de nombreuses années, même si aujourd'hui elle n'est plus tellement utilisée. Mais en même temps, elle permet de bien comprendre comment fonctionne la méthode des rotations et comment l'interpréter. Donc, un des objectifs principaux de la séance qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de pouvoir donc interpréter la méthode des rotations et de manière plus générale, encore mieux comprendre comment fonctionnent les méthodes cinématiques. Et alors, vous allez voir que la méthode de Cross, elle se base sur deux règles essentielles, une règle de répartition et une règle de transmission. Alors donc pour commencer en guise d'introduction, on peut constater que la méthode de rotation a des points positifs et négatifs. Comme point positif, c'est que généralement dans cette méthode-là, on va utiliser un nombre limité de degrés de liberté, uniquement les degrés de liberté en rotation, et on va se débrouiller pour supprimer les degrés de liberté en déplacement, donc de translation. Par contre, un des points qui est négatif dans la méthode des rotations, et ça vous l'avez remarqué, je présume, à l'aide d'exercices, c'est qu'on est obligé de former une matrice de Redor. On doit former une matrice de Redor complète. Et ça, c'est pas tout. Une fois qu'on a terminé la former, on doit l'inverser. Ce qui fait que généralement, quand on utilise la méthode des rotations, on est généralement limité à environ 3 degrés de liberté quand on le fait à la main, 2 ou 3 degrés de liberté. Je vais indiquer ici 2 ou 3 DDL. Et généralement, à partir du moment où on étudie une structure qui éventuellement aurait 4 degrés de liberté, malgré toutes les précautions d'usage qu'on a pu prendre, l'application du principe de parcimonie, etc., si on a plus que 4 degrés de liberté, on passera généralement par une méthode qui est une méthode numérique, complètement numérique, comme la méthode des éléments finis. Alors il y a un autre point négatif dans la méthode des rotations, c'est qu'elle fournit d'abord les rotations au nœud, et puis seulement une fois que les rotations au nœud sont obtenues, les efforts internes sont obtenus après un post-traitement. Donc vous vous souvenez, dans la méthode des rotations, une fois qu'on a les déplacements au nœud, les rotations au nœud, on doit refaire un dernier bouclage sur tous les éléments de manière à pouvoir déterminer les efforts internes. Alors la méthode de Cross, elle a deux objectifs. Je pense que historiquement, je ne suis pas certain que les objectifs étaient clairement annoncés par Cross au moment où il a imaginé sa méthode, mais toujours est-il qu'à posteriori, on peut considérer qu'elle a deux avantages au minimum. Le premier, c'est de ne pas construire la matrice de Redor, en tout cas pas de manière complète. Donc jamais la matrice n'est assemblée. Et on évite ainsi de devoir inverser une grande matrice, une matrice de Redor qui pourrait être aussi grande que par exemple 10 x 10. Et donc en fait vous allez voir qu'on a une méthode qui est excessivement simple pour calculer en réalité virtuellement l'inverse de cette matrice. Et alors second avantage, c'est elle calcule donc cette méthode directement les efforts internes. Et donc les efforts internes ne sont plus un sous-produit immédiat ou direct des rotations au nœud, mais vous voyez que les efforts internes, vous verrez en tout cas que les efforts internes sont calculés progressivement au fur et à mesure de l'analyse, au fur et à mesure que l'analyse est menée donc dans cette méthode. Alors, donc la méthode de Cross, c'est quoi? C'est une méthode qui est manuelle et qui permet d'appliquer la méthode des rotations. Ici, on l'applique essentiellement dans les structures à nœud fixe, mais on pourrait aussi utiliser la méthode de Cross à nœud mobile. Donc existe aussi pour les nœuds mobiles, mais c'est une chose que nous n'étudierons pas dans le cadre de ce cours. Alors donc la méthode de Cross se base sur des travaux qui ont été publiés par un ingénieur, Hardy Cross, qui a essentiellement sévi, vous voyez, comme dans les années 1930, et qui consiste à faire l'analyse d'une structure selon une méthode qui est semi-graphique ou graphico-numérique, que ça dépend, on peut l'appeler de différentes manières, et qui consiste à donc calculer. Vous voyez par exemple ici les moments à différents endroits de la structure, comme à gauche de l'appui ou à droite de l'appui, à l'aide d'une méthode itérative et qui vise à ajouter tout un ensemble de contributions de manière à calculer, in fine, les valeurs des moments dans la structure sous l'effet des charges extérieures. Ok, donc je vais vous expliquer le principe de cette méthode. Et pour faire ça, je dois revenir un tout petit peu en amont et comprendre en fait ce qu'est une méthode de résolution d'un système d'équations par une méthode de relaxation partielle. Ok, donc la méthode de relaxation partielle, c'est en réalité la méthode qui est utilisée par Hardy Cross pour résoudre le système d'équations qui nous intéresse. Et donc imaginons qu'on a envie de résoudre un système K U égale P, ou bien, si vous voulez, c'est un peu comme si on avait à résoudre K fois U plus KP égale P.
mais dans les notations que j'utilise ici, le KP, je l'ai ramené au membre de droite. Et donc c'est exactement comme si on devait résoudre K fois U égale à P moins KP. Et donc grosso modo, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a une matrice de Rader complète, on a un vecteur avec les rotations qui sont inconnues, et on a un vecteur second membre qui lui est connu. D'accord, et l'objectif, c'est d'utiliser une méthode qu'on va appeler de relaxation partielle pour résoudre ce système d'équations-là. Alors, donc, soit le système à résoudre, qui s'écrit sous cette forme-là, une matrice fois un vecteur avec des inconnus égale à P. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, que si vous deviez le faire aujourd'hui, vous pouvez introduire simplement la matrice K dans votre calculatrice, vous introduisez le vecteur P qui est connu dans votre calculatrice, ou dans un vecteur et une matrice dans MATLAB, ou n'importe quel autre langage de programmation, et vous faites inverse de K fois P, et ça va vous donner U. Okay, l'objectif ici, c'est de trouver une autre méthode, une méthode alternative, qui va nous permettre de résoudre ce problème-là. Et on va en réalité revenir en amont et essayer donc de travailler sur les algorithmes qui existent pour résoudre ce système d'équations-là. Donc en fait, on essaie de rien faire d'autre dans ce que je vais vous expliquer dans les quelques dias à venir. On ne fait rien d'autre que de calculer U égale K-1 sans l'inverser, évidemment, et même sans la former. C'est l'objectif de ce qu'on va voir dans un instant. Donc K-1 fois P. Alors donc, résoudre le système qui est donné là au-dessus, c'est exactement la même chose que d'annuler le résidu, R de U. Donc c'est-à-dire que si je fais par exemple une supposition pour les valeurs que peuvent prendre le vecteur U, à chaque fois que je vais calculer le résidu de U, tant qu'il n'est pas égal à 0, c'est que je me suis trompé sur les valeurs de U1 et de U2. Et donc, ce qu'on va faire ici, dans la méthode d'analyse par relaxation partielle, c'est quoi? C'est partir d'une solution dont on est certain ou dont on sait qu'elle n'est pas bonne. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas bonne? Parce que si je remplaçais U1 et U2 par 0 ici, je vois que K fois ça nous donne 0, et au minimum, on se doute qu'il doit y avoir des charges appliquées sur la structure, sinon on ne l'analyserait pas. D'accord? Donc on part d'une condition initiale qui est une condition approchée, une solution qui n'est pas bonne, et on va essayer de trouver un schéma itératif qui va nous permettre d'améliorer cette estimation-là à chaque itération. Et donc on va définir un système qui est un système récursif ou itératif en disant que U à l'itération K est égal à U à l'itération K-1 plus un incrément. D'accord? Donc j'utilise l'exposant entre parenthèses pour indiquer que c'est le numéro d'itération. Et vous voyez qu'on part d'une valeur initiale qui est connue, qui est U à l'itération 0. Et puis à chaque itération, on va ajouter un incrément. Alors il y a une spécificité dans la méthode de relaxation partielle, c'est que l'incrément delta U, il est choisi de façon à ne mettre à jour qu'une seule composante à la fois. Donc si U est un vecteur à deux entrées, comme U, U1, U2, U à l'itération K est égal à U1 à l'itération K et U2 à l'itération K, ce qu'une méthode donc, de relaxation partielle fait, elle dit simplement donc, que delta U à l'itération K, ce serait égal à quelque chose 0, ou bien 0 et quelque chose. Et si on avait eu plus que 2 degrés liberté, on aurait eu, par exemple, si on avait eu 3 degrés liberté, on aurait eu quelque chose 0, 0, ou bien 0 quelque chose 0, ou bien 0, 0 quelque chose. Donc je veux dire par là qu'il n'y a qu'une seule composante du vecteur incrément qui est non nulle. Donc on ne change qu'une seule composante à la fois. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va calculer cet incrément-là? Bien, on va le calculer de manière à ce que la valeur itérée, donc c'est-à-dire U en K, c'est-à-dire après avoir ajouté l'incrément, est obtenue en annulant la composante du résidu, la composante correspondante du résidu. Ok, je donne un exemple tout de suite pour que ce soit plus clair. Par exemple, donc à la première itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre à jour U1 sans toucher à U2. Et donc on va dire U1 à la première itération est égal à U1, la condition initiale, plus l'incrément. Et U2, par contre, on dit que son incrément est égal à 0. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que U2, après la première itération, est égal à U2, 0. Lui n'a pas changé. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer l'incrément delta U à la première itération, celui-là, on va le déterminer de manière à annuler la première composante du résidu. Donc la première des deux équations à satisfaire. Et donc la première composante du résidu, c'est quoi? C'est celle qui nous dit que P1 moins
K11 U1 moins K12 U2 est égal à 0. Ok, donc P1 moins K11 U2 est ici la valeur de U1 après la première itération et U2 après la première itération. Tout ceci est égal à 0. Bon, alors si on résout, on obtient directement que delta U1, il faut résoudre, réarranger cette équation-là, et on obtient que delta U1 après la première itération, c'est P1 sur K11 moins quelque chose. Ceci en réalité est égal à 0, car nous avons choisi comme condition initiale que U était nul au début du processus. Et donc ça nous permet de calculer un delta U1. Donc on peut calculer le nouveau résidu. Ben, le nouveau résidu, on va le calculer comment? Ben, on va calculer le résidu comme une fonction de cette nouvelle estimation du champ de déplacement. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient P1, P2, c'est la définition du résidu, moins la matrice de Raeder fois le U courant. Ok, donc le résidu, je peux l'écrire sous forme matricielle aussi si on veut. Il s'écrira comme ceci. À l'itération 1. Et alors on peut aussi l'écrire comme étant R de 0 moins la matrice K fois delta U. Pour quelle raison? Ben parce que si je substitue ici, à la place de U1, si je mets U0 plus delta U, mais je vais obtenir exactement le résidu qu'on avait à l'itération précédente, moins la matrice de Raeder fois l'incrément delta U. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit? Ben, en fait, on dit que ce nouveau résidu, mais n'est pas encore nul. Seule sa première composante est nulle. Donc, évidemment, on pourrait vérifier que la première composante du résidu est nulle. C'est logique, c'est l'équation qu'on avait écrite ici, au niveau du symbole dièse. D'accord? Je peux vérifier, si je veux calculer ceci. La première équation, ici, elle nous dirait quoi? Elle nous dirait la première valeur du résidu à l'instant précédent, moins K11 delta U1, moins K12 delta U2, qui lui vaut 0. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme résidu à l'instant précédent? Mais comme résidu à l'instant précédent, on avait P1. Pour quelle raison? Parce que si on revient à la définition initiale du résidu, vous voyez ici que à l'itération précédente, U1, U2 valaient tous les deux 0. Et donc le résidu, quand le vecteur U est nul, on voit bien que le résidu, c'est juste P1, P2. Et donc sa première composante, c'est P1. Donc ceci, la première composante du résidu initial, c'est P1, moins K11 delta U1. Et delta U1, on vient de le calculer tout juste avant, comme étant, c'est l'équation dièse, puisque delta U1 est égal à P1 sur K11, et donc on voit bien que P1 moins K11 delta U1 est égal à 0. D'accord? Donc c'est logique que la première équation du résidu est égale à 0, parce qu'on l'a forcée telle qu'elle. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Seconde itération, objectif. On va essayer maintenant de mettre à jour U2, donc on ne touche que à U2. Vous voyez que l'incrément à la deuxième itération ne porte que sur le 2. Par contre, que l'incrément à la deuxième itération sur le premier degré liberté est égal à 0. Donc on n'y touche pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer l'incrément à ajouter à la rotation 2 de manière à annuler la seconde composante du résidu. Et donc on aura une meilleure estimation de U2 que ce qu'on avait au préalable. Évidemment, si on fait ça, plus rien n'assure que la première composante du résidu soit toujours égale à 0. Et donc on va être obligé d'itérer en itérant un coup, en modifiant un coup U1, et puis un coup U2, et puis de nouveau U1, et puis de nouveau U2, etc., etc. Et donc là on définit ce qu'on appelle une séquence de déblocage, qui est la série de degrés de liberté qu'on va progressivement considérer les uns après les autres, de manière à assurer l'annulation du résidu. D'accord? Et alors, l'opération, elle est répétée jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'une certaine norme du résidu soit plus petite qu'une certaine valeur choisie. Ok, bon alors, on peut essayer de généraliser ce que je viens d'expliquer avec 2 degrés de liberté, on peut le générer à n degrés de liberté.
Et donc imaginons on soit intéressé à résoudre le système KU plus KP égale à P, qui en fait est exactement le système qu'on vient de former dans la méthode des rotations. Ok, on pourrait de manière plus générale parler de la méthode des déplacements. Ok, je vous ai expliqué qu'il y avait un cross, un nœud mobile, mais ce n'est pas l'objectif du cours ici. Donc ce système d'équations-là, il provient directement de la méthode des rotations. Et donc ce qu'on voudrait faire, c'est annuler le résidu P moins KP moins KU, et donc trouver U tel que le résidu de U égale 0. On voudrait annuler ce vecteur. Et en fait, dans la méthode des rotations, on sait que chaque équation traduit en fait l'équilibre des nœuds. Et donc le résidu, c'est quoi? Mais c'est rien d'autre que le déséquilibre entre les moments sollicitant au nœud et la somme des efforts intérieurs, donc la somme des moments de flexion intérieurs en chacun des nœuds. Alors bon, j'ai besoin de deux, trois petites notations pour faire en sorte qu'on puisse formaliser tout ça de manière correcte. Je vais appeler la base des vecteurs unitaires orthonormés EI, la base telle que la jème composante uniquement est égale à 1 et toutes les autres sont nulles. Donc la jème composante de EI est égale à delta IJ. Bon, donc exemple, hein, c'est le plus simple. E1 est égal à 1, 0, 0, etc. jusqu'à 0. E2 est égal à 0, 1, 0, etc. jusqu'à 0, etc., etc. Et on a à la fin En, un vecteur composé de 0, sauf la dernière composante qui vaut 1. Alors on définit aussi la séquence de déblocage, mais je viens d'en parler, qui est une séquence qui est composée de nombres n1, n2, n3, nk, etc., tels que le degré de liberté nk, compris entre 1 et n le nombre total de DDL, soit débloqué à l'itération k. Donc dans l'exemple précédent, la séquence de déblocage, c'était 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc a priori, on aurait pu faire 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et quand on a un système à n degrés de liberté, ben on a de la liberté sur la séquence de déblocage. On vous expliquera un peu plus tard, et surtout à l'aide d'exercices, comment faire pour utiliser une séquence de déblocage qui soit la plus efficace possible. Alors donc le processus itératif consiste à partir d'une estimation U0 qui est identiquement nulle, c'est une solution triviale. On sait qu'elle n'est pas bonne pour autant qu'il existe des sollicitations sur la structure, donc pour autant que le P moins KP soit non nul, effectivement, parce que si on remplace U par 0 ici, on voit que le résidu est égal à P moins KP. Et donc le résidu n'est nul que si P moins KP est nul. C'est-à-dire s'il n'y a pas de sollicitation sur la structure, ou bien que les charges aux nœuds sont parfaitement équilibrées par les charges entre les nœuds. Okay, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens ou pas beaucoup d'intérêt. Une telle structure, je peux juste rappeler un exemple, P moins KP égale 0, serait le cas d'une structure par exemple parfaitement contreventée, sur laquelle les efforts ne seraient que des efforts en termes de force, et pas de moment appliqué, donc que des forces au niveau des nœuds de la structure. Ça, c'est un cas qui est effectivement très particulier. On en a déjà discuté plus tôt, et on ne peut pas étudier ce type de structure-là avec la méthode des rotations. D'accord? Donc c'est dénué de sens, et ce n'est pas le style de structure qu'on va étudier ici. Ok, donc je rappelle donc qu'on part d'une estimation U0 égale à 0, dont on sait qu'elle n'est pas bonne, et à l'itération K, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un nouvel itéré, UK à partir de UK moins 1. Donc on va commencer par calculer U1 à partir de U0 en ajoutant un incrément delta U. Et dans cet incrément delta U, on va respecter une séquence donc, de déblocage. Uniquement la composante n indice K, à l'itération K, va être modifiée. Alors en même temps qu'on calcule et qu'on propage les valeurs de rotations qui sont les rotations inconnues, en même temps qu'on fait ça, mais on va suivre l'évolution des hors équilibres de moments, ou bien des moments hors équilibre, ou bien des déséquilibres de moments en chacun des nœuds. Ça veut dire, en fait, on va suivre en même temps, au fur et à mesure des itérations, toutes les valeurs du résidu. On va partir d'une grande valeur du résidu, et on s'attend à ce que le résidu progressivement diminue au cours des itérations. D'accord? Donc le résidu à l'itération K, et on doit le définir à partir de cette expression-là, où il est défini en tout cas à partir de cette expression-là. C'est juste que le R de UK, je le stocke maintenant dans un vecteur que j'appelle aussi RK. Alors si on substitue là-dedans pour UK l'expression numéro 2, l'équation numéro 2,
on voit qu'on peut remplacer le UK par UK-1 et delta UK. Et qu'est-ce qu'on fait apparaître ici? On fait apparaître rien d'autre que le résidu à l'itération K-1. Ok, c'est un peu le même développement que ce qu'on a fait avant, je viens juste de le généraliser. Et donc, en fait, on voit qu'on a deux systèmes, deux itérations, deux process itératifs qui vont se propager en même temps. Le premier sur les valeurs des inconnus et le deuxième sur les résidus, sur les déséquilibres de moment. Et donc si à une itération k, on décide que l'incrément est égal à delta u de k, eh bien en fait à la même itération, le résidu, mais il aura un incrément delta rk qui n'est pas n'importe lequel, il est simplement donné par moins k fois delta uk. Et alors, comment est-ce qu'on va choisir cet incrément? À l'itération k, on choisit l'incrément qui est un incrément qui ne modifie que la composante nk du vecteur inconnu. Donc ça veut dire que ceci, le vecteur delta u, mais ce sera un vecteur qui sera composé de 0, beaucoup de 0. À la kème composante, on aura une valeur de delta u qui est la valeur de l'incrément à la ième itération, et puis des 0 partout ailleurs. Okay, et ceci, c'est la nk-ième composante. Dans l'exemple simple à 2DDL que j'ai montré avant, on modifie un coup la première, un coup la deuxième composante. Et comment est-ce qu'on choisit le delta uk? On le choisit de manière à ce que la nk-ième composante du résidu soit égale à 0. Okay, alors comment est-ce que je peux faire pour extraire la nk-ième composante du résidu? Il suffit de le multiplier à gauche par un vecteur qui est composé de 0 partout, sauf pour la nk-ième composante. Vous voyez, E transposé nk, c'est un vecteur qui ressemble à 0, 0, etc. En nk-ième position, on a 1, et puis des 0 partout. Donc effectivement, quand je fais le produit scalaire qui est représenté là-bas, j'obtiens en fait rien d'autre que la composante nk du vecteur résidu à l'itération k. Ok, alors si je remplace maintenant rk par son expression en fonction de rk-1, d'accord, donc je remonte un petit peu plus haut, je vois que rk, je peux l'exprimer en fonction de rk-1, donc je vais simplement écrire le détail ici. On va avoir E nk transposé multiplié par rk égale E nk transposé multiplié par rk-1 plus, je vais substituer tout de suite delta r. Je peux le recopier une fois comme ceci. Delta r de k et le delta r de k, si je le remplace par cette expression-là, on va en fait avoir moins E de nk transposé multiplié par k, multiplié par delta uk, mais dont l'expression est connue parce qu'elle est écrite juste au-dessus de l'équation 4. C'est delta uk un scalaire, donc je peux le passer devant, multiplié par E nk. C'est un peu compliqué, mais c'est probablement la seule équation difficile qu'on aura cet après-midi. Et donc, que voit-on? On voit qu'en fait, le delta uk, on doit le calculer de cette manière-là. Au numérateur, qu'est-ce qu'on a? E transposé fois rk, mais c'est un scalaire. C'est la valeur, c'est un scalaire, c'est la nk-ième composante du résidu, c'est-à-dire du déséquilibre de moment du résidu à l'itération précédente. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a un scalaire de nouveau qui correspond à l'élément k, nk, nk. Et donc l'incrément de rotation qu'on va devoir donner au nœud nk dépend du déséquilibre de moment, c'est le numérateur qui était présent à ce nœud-là
à cette itération, ou bien j'indique à l'itération précédente parce que c'est R exposant K-1. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de déséquilibre au niveau du nœud qu'on est en train de considérer dans la séquence de déblocage, s'il n'y avait pas de déséquilibre, le numérateur serait égal à 0 et l'incrément de rotation serait égal à 0. Et on pourrait passer ainsi directement au nœud suivant, ou nœud suivant dans la séquence de déblocage. Ok. Alors, une fois que l'incrément de rotation au nœud NK est calculé, on peut ensuite mettre à jour le résidu. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de faire quoi? C'est de commencer par calculer l'incrément delta U. Donc, je sais maintenant quelle est la valeur de UK, la nouvelle valeur itérée. Ce que je vais faire maintenant, c'est calculer l'incrément ajouté au résidu de manière à pouvoir continuer de suivre en même temps mon résidu. D'accord? Donc, je reviens sur la définition de delta R. Delta R, il est défini ici. C'est moins delta UK fois K ENK. Et donc, connaissant cette valeur-là, on peut la calculer. Et on obtient donc la nouvelle valeur du résidu. Et donc, qu'est-ce qu'on a? En alternant progressivement, on va pouvoir mettre à jour le U et le R. Et donc, partant de U de 0 égale 0 et R de 0 est égal à P, on va pouvoir progressivement itérer sur les deux séquences et mettre à jour U et mettre à jour R. De manière à ce que, on l'espère, le vecteur R, donc c'est-à-dire les déséquilibres de moment au niveau de chacun des nœuds, progressivement diminue en amplitude au niveau de chacune de ses composantes et tendent vers 0, ou en tout cas en norme soit inférieure à quelque chose qui soit acceptable, et à ce moment-là on arrête les itérations et on suppose que l'analyse de la structure est terminée. Ok, donc l'interprétation physique de cette méthode, c'est laquelle? C'est la suivante. C'est partant d'une situation initiale où toutes les rotations sont nulles, donc c'est-à-dire qu'on bloque tous les nœuds en rotation. La méthode itérative, elle consiste à imposer la rotation nécessaire en un premier nœud, de façon à adapter les moments de flexion aux extrémités des éléments aboutissant en ce nœud, et faire en sorte qu'ils équilibrent le moment appliqué en ce nœud. Ok, ça se traduit par quoi? Par le fait que le résidu, il est calculé comme une différence entre des moments qui sont des moments attaquants ou appliqués au nœud et des moments qui sont la résultante des moments de flexion aux extrémités de toutes les poutres qui aboutissent en ce nœud et qui dépendent, eux, des valeurs des rotations au nœud. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la première itération? La première itération, on va adapter U de manière à ce que pour un nœud choisi, qui est un nœud de la séquence de déblocage, on ait une égalité parfaite entre les valeurs des moments extérieurs appliqués en ce nœud et les valeurs des moments intérieurs, la résultante des moments intérieurs, correspondant à toutes les barres qui aboutissent en ce nœud-là. D'accord? Donc ça, c'est les résultats de la première manipulation ou première manœuvre. Ok, donc on impose les rotations nécessaires en un premier nœud, de manière à adapter les moments de flexion aux extrémités des éléments aboutissant à ce nœud, et faire en sorte qu'ils équilibrent le moment appliqué à ce nœud. Et donc en fait, on annule la composante correspondante du résidu. La composante du résidu. Alors, le problème, c'est qu'en faisant ça, le déséquilibre de moment, il est bel et bien annulé à ce nœud-là. Ok, donc ça c'est bien, c'est positif. Mais par contre, on l'a modifié aux autres nœuds. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en l'itération suivante? On va essayer, avant d'entamer l'itération suivante, on va d'abord calculer de combien on a affecté le déséquilibre au niveau des autres nœuds. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à jour les valeurs du résidu et on calcule les nouveaux déséquilibres en chacun des nœuds. On sait bien que le déséquilibre au nœud qu'on vient de traiter, il est égal à 1, mais par contre, on doit mettre à jour le déséquilibre pour tous les autres nœuds. Et pourquoi est-ce qu'on doit mettre à jour le déséquilibre pour tous les autres nœuds? Parce qu'on s'apprête à itérer et qu'on va ensuite considérer un autre nœud et on va ensuite modifier une autre rotation de manière à annuler le résidu ailleurs. Et vous voyez que pour pouvoir connaître la quantité par laquelle on va devoir faire tourner un autre nœud, il est nécessaire de connaître le résidu au niveau de ce degré liberté-là à la nouvelle itération. Ok, donc un autre nœud est ensuite considéré et la rotation de ce nœud est adaptée de façon à ce que l'équilibre des moments y soit respecté, etc., etc. Le processus est répété et le déséquilibre des moments initial qui au début était égal à P, ou pour être plus précis, je devrais dire P moins KP. P moins Kp. Donc le déséquilibre initial qui est égal à P moins Kp.
qui correspond à une situation où tous les nœuds sont bloqués en rotation, il est progressivement corrigé à l'aide des petites contributions delta UK fois K NK, et jusqu'à ce que les équations d'équilibre soient satisfaites en chaque nœud. Ok, bon, alors un petit exemple pour mieux comprendre. Je reprends un exemple qui est celui qu'on connaît bien, c'est celui d'un portique avec 2 degrés de liberté en rotation essentiellement. Donc celui-là, vous savez bien que les 2 seuls degrés de liberté qu'on va considérer sont ces 2 degrés de liberté-là. Tous les autres, on ne les considère pas parce que ce sont des extrémités de barre soit appuyées, soit encastrées. Donc de toute évidence, ici, la rotation est nulle, on n'en a pas besoin. Et là, la rotation n'est pas nulle, mais par contre, l'information relative à cette rotation-là, elle peut être capturée grâce à la matrice de Raeder. Ok, donc comment est-ce que ça fonctionne? À l'itération initiale, ou dans la configuration initiale, qu'est-ce qu'on a? On bloque toutes les rotations. Donc vous voyez que j'ai représenté cette configuration initiale en disant qu'on travaille en quelque sorte dans la structure cinématique de référence où toutes les rotations sont bloquées. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer les valeurs des P et des Kp, donc les valeurs des moments au nœud sous l'effet des charges qui sont les charges extérieures appliquées entre les nœuds, et sous l'effet des moments qui sont appliqués aux nœuds. Dans ce cas-là, on n'a pas de P, on n'a que des Kp, et on sait, par la méthode des rotations, on a déjà étudié cet exercice-là au préalable, on sait qu'on a un moment attaquant qui vaut moins 0,1875, en fait, F fois L. Ok, et le diagramme des moments correspondant dans ce cas-là, donc si la structure pouvait être étudiée avec tous les nœuds bloqués, le diagramme des moments, il ressemble à ce qu'on voit là-bas. Et on voit qu'il est légèrement différent du vrai diagramme des moments, qui est le diagramme des moments dans la structure réelle, donc sans avoir bloqué les nœuds, qui est celui représenté en trait pointillé ici. Ok, vous voyez que ça, donc, c'est le diagramme des moments réel. Il est légèrement différent de ce qu'on est en train de tracer pour le moment. Ok, et c'est logique, c'est parce que dans la réalité, bien sûr, les nœuds peuvent tourner. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a une chose intéressante, c'est que donc, quand on bloque tous les degrés de liberté, on voit que on a un moment d'encastrement ici qui vaut moins 0,188 FL. Et ce moment d'encastrement, dans la réalité, il n'y a pas de raison qu'il se manifeste. Pour quelle raison? Parce que dans la réalité, le nœud n'est pas encastré, mais il est libre de tourner. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans la méthode de Cross? Dans la méthode de Cross, on va dire qu'on va appliquer un moment en ce nœud-là, ou bien imposer une rotation en ce nœud-là, plutôt. Donc c'est pas vraiment un moment qui est appliqué, c'est plutôt imposer une rotation au nœud, de manière à ce que la somme des moments dans les barres qui aboutissent en ce nœud-là corresponde exactement à ce déséquilibre de moments. Okay, et la valeur de la rotation qu'on calcule, en faisant de la sorte, mais c'est une rotation de 17 milliradians. Et effectivement, si on applique une rotation de 17 milliradians, si on impose une rotation de 17 milliradians au niveau de ce nœud-là, en plus du diagramme des moments qui était déjà présent dans la configuration initiale, on voit qu'on crée des moments un peu ailleurs dans la structure. Notamment, vous voyez qu'ici, on vient de créer un diagramme des moments, là on vient de créer un diagramme des moments, et ici on a légèrement modifié aussi le diagramme des moments. En fait, on lui a ajouté quelque chose qui ressemble à ceci. On verra un peu plus tard pourquoi et comment j'ai fait pour le calculer. Et donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'après avoir imposé, en plus des charges extérieures, après avoir imposé une rotation de 17 milliradians dans la structure cinématique de référence, on constate que l'équilibre de moment maintenant au nœud de gauche, il est vérifié. Ce qui ne fait que de traduire une seule chose, c'est que le résidu est égal à 0. Alors, pour vérifier que l'équilibre est bien satisfait, il faudrait idéalement reprendre les moments avec les conventions de signes, mais on voit qu'en fait, on doit additionner ces deux moments-là avec un signe positif, et on voit que ça équilibre ce moment-là. Et donc ça ne fait que de traduire l'équilibre de tous les moments qui aboutissent au nœud qui est le nœud considéré. Je vous laisse faire l'exercice. On l'a déjà fait suffisamment. Et je pense qu'on l'a même fait explicitement, précisément dans cet exercice-là, dans le cas de cette structure-là. D'accord? Donc ça c'est important, c'est qu'on a fixé la valeur de U1 de manière à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre de moment. Ça veut dire quoi s'il n'y a pas de déséquilibre de moment? Ça veut dire que
les efforts à l'intérieur de chacune des barres et qui aboutissent en ce nœud-là, lorsqu'on les additionne, on a la même chose que la valeur du moment qui provient des sollicitations extérieures. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter un autre moment à l'extérieur pour assurer l'équilibre. Alors donc ça c'est intéressant, mais le problème maintenant c'est quoi? Le problème c'est qu'on a créé un petit moment ici. Vous voyez, on a créé un déséquilibre de moment au niveau du deuxième degré liberté, et le résidu au niveau de ce deuxième degré liberté, il vaut 0,034 FL. Alors on est content parce qu'on est parti d'un résidu qui valait 0,188 et on a réussi à le diminuer à une valeur de 0,034. Donc on l'a diminué de manière relativement importante. Et donc ça c'est relativement bénéfique. Et c'est la raison pour laquelle la méthode de Cross fonctionne bien. C'est qu'en fait les résidus diminuent à chaque itération. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire la même chose, on va essayer de trouver la valeur de la rotation à imposer maintenant au degré liberté 2, de manière à créer des moments aux extrémités de toutes les poutres qui arrivent au niveau de ce nœud-là, mais qui sont tels que la somme de tous ces moments-là, en fait, vient équilibrer le résidu et faire en sorte que l'équilibre de moments au niveau du nœud 2 soit de nouveau vérifié. Alors la valeur, tout calcul fait, la valeur de la rotation à imposer en ce nœud-là, elle est de moins 3,1 milliradians. Et effectivement, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Je n'ai pas indiqué les valeurs des moments ici, mais quand on fait ça, on se rend compte que effectivement, l'équilibre en rotation, il est bel et bien satisfait au nœud 2, mais par contre, on a de nouveau créé un petit déséquilibre. C'est logique, hein, si je fais tourner ce nœud-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une influence au niveau du nœud 1, ce qu'on appelle la transmission, on va voir ça dans une minute. Et la valeur du moment au niveau du premier nœud, sur base de cet élément-là, de la traverse, la partie centrale, la valeur du moment a changé. Elle a changé d'une toute petite quantité, c'est 0,006 FL, c'est pas beaucoup, mais ça suffit donc de nouveau à créer un déséquilibre au niveau du nœud 1. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas content avec ce petit déséquilibre et la valeur du diagramme des moments qu'on a là-bas? On recommence et on débloque de nouveau le degré liberté 1, c'est-à-dire qu'on calcule la valeur de U1 à imposer de manière à annuler le résidu au niveau de ce degré liberté, etc., etc. Ok, donc ça c'est vraiment l'essence de la méthode de Cross, qui se base sur une méthode de relaxation partielle des équations. Alors, quel est le format général de la matrice de Raeder? Mais si on a compris le format général de la matrice de Raeder, je vous ai déjà annoncé que c'était une matrice à diagonale dominante, donc elle est non seulement définie positive, mais alors c'est une matrice aussi qu'on appelle à diagonale dominante. Ça veut dire que les éléments les plus importants de cette matrice sont sur sa diagonale, et que les éléments de la diagonale sont plus grands que la somme de tous les autres éléments sur n'importe quelle ligne, sur la ligne correspondante. Exemple, si on a une structure à 5 degrés de liberté, comme celle qui est représentée là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On va la modéliser de manière simple. Vous voyez qu'il y a des contreventements, donc on va considérer qu'il soit pleinement efficace et que c'est une structure à nœud fixe. Donc on peut utiliser tout ce qu'on connaît puisqu'elle est un nœud fixe. Ensuite, on peut faire la distinction entre les barres qui sont encastrées et rotulées, qui sont représentées par des pointillés, et les barres qui seront encastrées dans le modèle. Donc vous voyez que les trois morceaux de colonnes inférieures, puisque les colonnes sont rotulées en base, ce seront 3 colonnes qui sont encastrées au-dessus, rotulées en dessous. Par contre, toutes les autres, dans la structure cinématique de référence, lorsque les degrés de liberté sont bloqués, on va se retrouver avec des barres qui sont des barres encastrées. Donc ça veut dire que les éléments de la matrice de Raeder, soit ce sont des éléments de type 3EI sur L, soit 0, et ici ce sont des éléments de type 4EI sur L quand on prend les éléments diagonales de la matrice de Raeder, soit des 2EI sur L pour les éléments hors de la diagonale. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait quand on regarde le format de la matrice de Raeder, si je bouge par exemple d'une quantité unitaire le degré liberté 1, on va mobiliser sur cette barre-là un 3EI sur L, et sur cette barre-là, un 4i sur L. Ok, je n'ai pas représenté précisément les valeurs parce que la longueur des barres et des colonnes ne sont pas nécessairement les mêmes. Et puis au niveau du couplage, on va retrouver pour le DDL 1,2, on va retrouver un 2i sur L. Quand on bouge le degré de liberté numéro 2, si j'impose maintenant une rotation degré de liberté numéro 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une fois un 4i sur L, une deuxième fois, une troisième fois. Ok, ça nous fait 3 fois 4 EI sur L, et ici on a un 3 EI sur L. Alors au niveau des termes de couplage, qu'est-ce qu'on a? Ici on va récupérer un 2 EI sur L, l'appareil. 1, 2, 3.
Ce sont les valeurs des deux EI sur L. Alors ça, donc on l'a déjà discuté quand je parlais de la méthode de rotation, et on a déjà démontré que si on fait la somme de tous les éléments sur une ligne, à l'exception des éléments diagonaux, donc par exemple ici 2 plus 2 plus 2, eh bien on a toujours un résultat qui va être inférieur à la valeur correspondante sur la diagonale, donc 3 fois 4. 12 plus 3, ça fait 15, okay, pour autant qu'on ait les mêmes EI et les mêmes L partout. Okay, et cette démonstration-là, là, on l'avait faite sur base de bornes. On sait bien que le 2EI sur L qui est ici, il est plus petit que le 4EI sur L, et le 0, il est plus petit que le 3EI sur L. Donc on arrive à cette propriété. Voilà, alors si vous avez compris ça, le format de la matrice de Redor, qui est ici, qui est donc un format de matrice avec une diagonale dominante, bien en fait, il est tel que cette méthode de relaxation partielle, c'est une méthode qui va être excessivement efficace. C'est-à-dire que les modifications qu'on fait et qui dépendent essentiellement de l'élément diagonal de la matrice de Redor, vous voyez que c'est l'élément qui apparaît au niveau des incréments à ajouter. C'est vraiment l'information qui est la plus importante et qui fait en sorte qu'on utilise cette information sur la diagonale pour calculer les incréments, et les éléments hors de la diagonale ne sont pas utilisés a priori directement pour calculer l'incrément, donc on n'a peut-être pas un incrément qui est optimum. Par contre, ils sont petits et ils sont utilisés pour calculer les modifications d'équilibre au niveau des autres nœuds du modèle. Mais vu qu'ils sont petits, on ne modifie pas fondamentalement ou significativement les équilibres aux autres nœuds du modèle. Et c'est la raison pour laquelle la méthode de Cross, telle qu'elle est présentée, va converger en fait excessivement vite. D'accord. Alors dans la méthode de Cross, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éviter de comptabiliser les rotations. Donc qu'est-ce que je viens de vous dire ici? Je viens de vous dire que dans la méthode de relaxation partielle, on va calculer une séquence des U, et on va calculer en même temps une séquence pour les résidus. Ok, alors ce qu'on va faire dans la méthode de Cross, c'est éviter de comptabiliser les U, même si on sait qu'en réalité ils sont là et qu'ils sont sous-jacents. Quand l'ingénieur analyse la structure, il n'a pas besoin de connaître, a priori et pour commencer, il n'a pas besoin de connaître les valeurs des rotations. Même si on sait que c'est une méthode cinématique et qu'elle est basée en réalité sur les rotations, parce qu'elle vient de la méthode des rotations, ce que Cross recommande de faire dans sa méthode, c'est de calculer directement les valeurs des moments, en les regardant comme des valeurs des moments qui sont des valeurs qui vont contribuer au déséquilibre et donc aux résidus. Ok, donc ça c'est vraiment un aspect très très important de la méthode de Cross, c'est de se focaliser directement sur les efforts internes. Alors donc, comment est-ce que la méthode fonctionne? Elle se base sur la méthodologie qui est la méthodologie suivante. Elle va d'abord calculer les rigidités en rotation de chacune des barres. Elle va calculer les rapports scalaires entre ces rigidités. On va le voir dans un instant comment ça fonctionne. Elle va calculer les moments attaquants. C'est l'établissement des KP et éventuellement des P, donc des moments appliqués directement au nœud. Et puis on résout par itération successive en calculant en même temps les rotations, mais sans les afficher, et les valeurs des moments au nœud. Alors pour appliquer la règle de Cross, on va voir qu'il y a deux règles principales. Il y a une règle qui est la règle de transmission, et la deuxième règle qui est une règle de répartition. Alors, je vais commencer par la règle de répartition parce que c'est la plus importante. Et c'est celle qui correspond à l'étape où on impose en un nœud une rotation, donc un delta U. Okay, c'est ce qu'on a fait ici. On a imposé une rotation delta U, donc un U1 égale à 17 milliradians. Et en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a calculé précisément, à ce moment, les valeurs des moments qui étaient les moments associés ou bien résultant de cette rotation imposée de 17 milliradians. Okay, et alors donc là, on utilise ce qu'on appelle une méthode de répartition. Et la méthode de répartition, elle va précisément nous dire quelles sont les valeurs de ces moments dans chacune des barres. La première chose qu'on peut calculer de manière simple, c'est la valeur totale, donc la somme de ces moments-là. La somme des moments en un nœud, somme des moments, ce sont des moments intérieurs, hein, bien sûr, intérieurs, donc provenant de toutes les poutres qui sont connectées à un nœud, la somme des moments en un nœud qui tourne
d'un angle delta phi i, eh bien, ce moment, c'est m égale KII phi i, delta phi i, pardon. KII delta phi i. Ça, c'est la matrice de l'élément diagonal de la matrice de Redor. KII, c'est l'élément diagonal de la matrice de Redor. Delta phi i, c'est la quantité par laquelle on va faire tourner le nœud. Et M, c'est le moment à impliquer en ce nœud-là pour arriver à le faire tourner de la quantité delta phi i. Et le KII, c'est quoi? Ben, c'est l'élément diagonal de la matrice de Redor. Et il provient d'où? Bien, si je reprends cet exemple-là, le 3 plus 3 fois 4, ben, il provient du fait que pour pouvoir faire tourner le nœud 2 de la quantité delta phi, si j'ai envie de faire tourner le nœud 2 de la quantité delta phi i, eh bien, il y a une raideur en rotation qui vient de l'élément 1, 2, il y a une raideur en rotation qui vient de l'élément 2, 3, il y a une raideur en rotation qui vient de l'élément 2, 4, et il y a une raideur qui vient de l'élément 2 jusqu'à la partie encastrée en base, ou rotulée en base. D'accord? Et cette valeur du moment, donc M, on peut la calculer comme étant l'élément diagonal de la matrice de Redor, somme des qu'un II associé à chacun des éléments, je les appelle qu'un IIE, multiplié par la rotation. Ok, si on a bien compris ça, bien en fait on a compris ensuite que l'opération suivante qu'on a envie de faire, ce serait de pouvoir se dire maintenant de combien chaque élément a contribué. Et bien, chaque élément a contribué d'une certaine quantité. Bon, ici sur la dia, c'est présenté un petit peu à l'envers. Donc chaque élément a contribué d'une quantité qu'un II de l'élément multiplié par delta phi i. Ça, je vais l'appeler que c'est la contribution ME au moment total. Et le moment total au niveau du nœud, c'est quoi? C'est la somme des contributions de tous les éléments, c'est-à-dire la somme des qu'un II de chaque élément fois delta phi i, et ceci, c'est rien d'autre que l'élément diagonal de la matrice KII. Ok, c'est ce qu'on a déjà dit. Ok, donc c'est un peu tout ce qui est expliqué sur cette dia-là. On peut regarder ensemble comment c'est présenté ici. Donc soit un nœud où aboutissent N1 barres biencastrées et N2 barres appuyées à l'autre extrémité. Donc on a N1 barre de type biencastré et N2 barres de type encastré rotulé. Soit delta phi i, la rotation imposée au nœud. Donc si c'est un nœud dont on est en train de parler, ça doit être un nœud où il y a un encastrement obligatoirement. Hein. On ne peut pas imposer une rotation en un nœud qui est une rotule. Donc on impose la rotation en un nœud où il y a un encastrement. La somme des moments internes dans toutes les barres qui aboutissent au nœud, elle vaut M est égale à qu'un II fois delta phi, ce que je viens d'expliquer. Où qu'un II, c'est la somme des raideurs sur chacun des éléments. Donc c'est une somme des 4 EI sur L et une somme des 3 EI sur L en fonction du type d'élément. Et le moment donc dans une des barres, M, est égal à qu'un II de cet élément-là multiplié par la rotation. La somme des moments dans toutes les barres vaut donc M, c'est bel et bien ce qu'on a démontré. Et donc les moments dans les barres s'écrivent ME est égal à pi E fois M. Donc ça c'est une autre manière de le voir. Donc imaginons maintenant qu'on connaisse le moment total. Mais si je veux calculer la valeur du moment ME dans l'élément E qui a contribué à ce moment total, ben en fait il a contribué à une certaine fraction pi E. La somme des fractions associées à chacun des éléments est égale à 1. Et pi E, ben c'est égal à qu'un II de cet élément-là divisé par le qu'un II total. De manière à ce que donc effectivement la somme de tous ces coefficients-là soit bel et bien égale à 100%. Ça c'est ce qu'on va appeler le coefficient de répartition. Ok, donc pi E, rien d'autre que le coefficient de répartition. Ok, donc à la première opération qu'on fait, qui consiste à imposer une rotation en un nœud de manière à restaurer l'équilibre de cet élément-là, donc on impose une rotation. À cette rotation est associé un moment total qui est l'ensemble des moments qui aboutissent, des moments dans tous les éléments qui aboutissent en ce nœud-là. Et les coefficients de répartition, on peut les utiliser pour répartir ce moment-là entre les différentes poutres. Okay, on fait une opération et puis on la fait directement dans l'autre sens, si vous voulez. Alors, en imposant une rotation à un nœud, on diminue le moment hors équilibre. À chaque itération, en fait, on l'annule. Le résidu à annuler lors de cette opération est appelé le moment attaquant. C'est un petit peu pervers comme notation, parce que ce n'est pas un moment physique,
Ce n'est pas un moment qui est réellement un moment appliqué, je l'ai répété plusieurs fois, c'est un moment qui correspond à la somme des moments intérieurs dans chacune des poutres qui aboutissent à ce nœud-là. D'accord? Donc, hors de question d'appeler ça un moment appliqué ou un moment extérieur. On appelle ça le moment attaquant. C'est une résultante de moments qui sont des efforts à l'intérieur des poutres. Et la répartition, ce qu'on vient de dire, la répartition du moment attaquant se fait au prorata des raideurs. Pour quelle raison? Parce que vous voyez bien que les coefficients de répartition dépendent de la raideur de chacune des poutres, donc des 4 EI sur L ou bien des 3 EI sur L. Il y a un pi E qui aboutit par poutre aboutissant au nœud. Et la somme des pi E est égale à 1 à chacun des nœuds. D'accord? Donc, c'est un peu comme si on avait un moment M. Je n'aime pas le dessiner comme ceci parce que ce n'est pas un moment attaquant. On a imposé une rotation delta phi I à ce nœud-là, à l'itération considérée. Du coup, on a généré des diagrammes des moments à l'intérieur de chacune des poutres. On a été capable de calculer la valeur de M, le moment total qui correspond à ce delta phi I, qui est égal à K II fois delta phi I. Et la valeur totale de ce moment, en fait, elle se répartit en des 3 moments, pi1 M, pi2M et pi3M, dans les poutres et aux extrémités des poutres, à l'endroit où le nœud a tourné. D'accord? Et si on regarde les valeurs si on regarde les diagrammes des moments, ou les valeurs des moments, ou les diagrammes des moments dans la structure sous l'effet de cette rotation imposée, eh bien on obtient quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on voit sur la figure ici. Ok. Alors donc la règle de répartition, on peut retenir que c'est une règle qui est basée sur tous les éléments diagonaux de la matrice de raideur complète K, et pour chacun des éléments. Donc les K II pour l'élément E. Ensuite, règle de transmission. La règle de transmission, elle va faire quoi? Elle va consister à calculer de combien on a modifié l'équilibre de moments aux autres nœuds lorsqu'on a imposé la rotation delta phi I au nœud considéré. Mais vous voyez qu'ici, puisque l'autre extrémité elle est rotulée, on n'a rien touché, donc on n'a pas changé. Si le moment était égal à 0 avant, il reste égal à 0 après. Et heureusement, évidemment. Bien sûr, là non plus, on n'a pas touché l'équilibre. Par contre, vous voyez qu'ici, on a modifié l'équilibre de moment à l'autre extrémité du nœud. Et donc, en fait, c'est un peu comme si on avait envoyé un résidu supplémentaire à un autre nœud, et la règle de transmission, elle vise à garder la trace de cette modification du résidu. Ok, donc lorsqu'on impose une rotation en un nœud, eh bien on a une valeur du moment qui se répartit entre les différents éléments. Et en fait, on peut démontrer, quand on a un élément qui est un élément encastré, si on impose une rotation à une extrémité, qui est delta phi I, on peut calculer le diagramme des moments dans cet élément-là. Et le diagramme des moments dans cet élément-là, il prend cette forme-ci. M est égal à 4 EI sur L fois delta phi I. On le connaît bien, hein, ce sont les matrices de raideur de cet élément-là qui nous le disent. Et la valeur du moment à l'autre extrémité, c'est 2 fois EI sur L multiplié par delta phi I. Attention, je conserve ici les conventions de la méthode des rotations, parce que j'ai envie d'avoir une méthode qui est une méthode systématique. D'accord? Donc, la règle de transmission, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va simplement nous dire de combien donc le moment à l'autre extrémité de la barre est affecté lorsqu'on impose une rotation à une première extrémité. Et donc, connaissant, comme je le disais, les relations entre les rotations aux extrémités des éléments et les valeurs des moments aux extrémités des éléments, on est capable de déterminer de combien les moments à l'autre extrémité sont modifiés. En l'occurrence, on n'a que deux valeurs. Soit on a une transmission basée sur une valeur de 1,5, si c'est un élément encastré, et une rotation et une transmission égale à 0 si l'autre extrémité de la barre est rotulée. Ok, donc ça c'est excessivement simple, c'est la règle de transmission. Donc, pour résumer, la méthode de Cross, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit 1. Calculer les rigidités en rotation des barres. Calculer les coefficients de répartition pi e à chacun des nœuds. Ce sont les coefficients de répartition qui vont nous aider à déterminer la façon dont les moments, ou la somme des moments en un nœud peuvent se répartir entre les différentes barres. On va calculer les valeurs des Kp, Kp moins P, pour chacune des barres chargées. Donc ce sont les résidus initiaux, ou l'initialisation du résidu si vous voulez. On appelle ça les moments attaquants. On calcule donc les moments attaquants en chacun des nœuds. C'est le déséquilibre de moments en chacun des nœuds, le résidu. Et ensuite, nœud par nœud, on va débloquer les nœuds de la séquence. Alors, la façon de fonctionner qui va nous amener à la convergence la plus rapide, mais c'est de commencer par débloquer le nœud le plus déséquilibré. Et à chaque fois qu'on va devoir en débloquer un, on va débloquer le nœud qui est le plus déséquilibré, de manière à converger le plus rapidement possible vers un déséquilibre le plus petit possible. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, quand on débloque le nœud, ça veut dire qu'on va imposer une certaine rotation au nœud. Cette rotation-là, on ne la calcule pas directement dans la méthode de Cross, mais par contre, on va regarder comment ça se traduit en termes de moments. Donc, cette rotation delta phi i, on peut la multiplier par KII, l'élément diagonal de la matrice de Redor, de manière à avoir une valeur de moment. Ce moment-là, on peut le répartir grâce au coefficient de répartition pi e. On va le répartir, ce moment attaquant, entre toutes les barres qui aboutissent au nœud. Dès que c'est terminé, on n'oublie pas de transmettre la moitié quand c'est nécessaire, ça veut dire quand l'autre extrémité est encastrée, et l'objectif de l'itération est terminé. On peut ensuite passer à l'itération suivante. D'accord ? Donc on va recalculer les moments attaquants, et quand on connaît les moments attaquants, on les répartit et puis on les transmet. Alors, un petit exemple d'application et de mise en œuvre. Donc la première opération consiste donc à calculer les coefficients de répartition pour chacune des barres. Donc c'est un exemple qu'on connaît bien, qu'on avait déjà regardé. Donc si on regarde le premier degré de liberté, ce degré de liberté là, mais qu'est-ce qu'on a ? On a une barre dont la raideur vaut 3 EI sur L, je vais le noter ici, 3 EI sur L. On a une barre dont la raideur vaut 4 EI sur L, et une autre dont la raideur vaut 4 EI sur L. Au total, on a une raideur qui vaut 4 et 4, 8 plus 3, 11 EI sur L. Et donc on a ici une valeur de 3 onzièmes pour le coefficient de répartition, une valeur de 4 onzièmes, et la même valeur ici, 4 onzièmes. On a la même chose, puisque la structure est symétrique, on a la même chose en face. Et donc à chaque nœud correspondent des coefficients de répartition. On en a un par poutre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois qu'on va imposer une rotation au nœud 1 qui se trouve ici, chaque fois qu'on va imposer une rotation delta phi 1, il faudra appliquer un moment m, total m, et ce moment qui nous permet d'obtenir cette rotation delta phi 1, en fait, il s'équilibre par des efforts, par des moments de flexion à l'intérieur de chacune des poutres, et les valeurs de ces moments de flexion, on les calcule en prenant 3 onzièmes du moment total, 4 onzièmes du moment total et 4 onzièmes du moment total. Ok, donc, si on a bien compris ça, ce sont la notion, donc c'est la notion de coefficient de répartition. Une fois qu'on a calculé les coefficients de répartition, on peut préparer les boîtes qui vont servir à recevoir les valeurs des moments au fur et à mesure du calcul. Ensuite, on va faire quoi ? On va calculer les moments attaquants qui sont dus aux charges extérieures. Là, on a une force qui est concentrée ici à mi-longueur, et donc on sait bien que la valeur du moment attaquant ici, ce sera moins 0,1875 FL. Ok, c'est une valeur qu'on lit dans les tables et qu'on peut reporter. Alors, ce qu'on doit faire, c'est travailler avec des valeurs numériques, et donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se débrouille pour commencer avec des valeurs qui ont un ordre de grandeur de 1000. Ok, ça c'est une règle générale. Et on va continuer à transmettre des moments et des valeurs hors équilibre jusqu'à ce qu'on tombe à une valeur qui est inférieure à l'unité. Et si on fait ça, mais ça veut dire que la précision qu'on a obtenue, elle est de l'ordre d'une fraction de pourcent. Ok, donc comment est-ce que je vais transformer le moins 0,1875 FL vers quelque chose qui m'intéresse ? Je vais commencer par ne pas représenter le FL, et tous les résultats au bout du compte, je les multiplierai par FL pour obtenir les moments de flexion. Et puis, au lieu de mettre 0,1875, je vais les multiplier par 10 puissance 4. Ok, donc je vais commencer avec une valeur de moins 1875 à cet endroit-là.
Ça, c'est la valeur du moment attaquant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois calculer le déséquilibre. Je vais calculer le déséquilibre de moment au niveau du nœud 1. Au niveau du nœud 2, on n'a rien du tout. Et on voit que le déséquilibre de moment au niveau du nœud 1, il vaut moins 1875. Et donc, qu'est-ce que la méthode d'analyse par relaxation partielle nous dit quoi? Elle nous dit, faites tourner le nœud d'une quantité qui permettra de faire en sorte que le moment total dans les poutres, aux extrémités des poutres qui aboutissent en ce nœud-là, soit exactement égal à plus 1875, de manière à ce que le résidu soit égal à 0 pour le nœud 1. D'accord? Donc il faut trouver le delta phi i de delta phi 1, de manière à ce que le moment soit égal à 1875. Cette rotation, je ne vais pas la calculer. Je vous ai dit, la méthode de Cross, elle ne cherche pas à traquer l'évolution des rotations. On pourrait. La raideur du nœud 1, on l'a dit tout à l'heure, c'était 11 EI sur L. Et donc, si je voulais calculer la valeur de la rotation, bien, je devrais simplement faire 1875 avec ces unités divisé par 11 EI sur L. Et en faisant ça, mais je calculerai la valeur de la rotation delta phi 1 que je dois appliquer. D'accord, mais cette valeur de rotation, je le répète, je ne veux pas la calculer. Et pourquoi est-ce que je n'en ai pas besoin? Parce que je sais très bien que la rotation qu'on va appliquer, qui est cette valeur de delta phi 1, elle va être associée à un moment total de 1875, qui est la somme de tous les moments aux extrémités des trois barres qui aboutissent au nœud. Et donc si je veux savoir maintenant comment ce moment se répartit entre les trois éléments, eh bien, il suffit de multiplier cette valeur totale du moment par les valeurs des coefficients de répartition qui sont associés à chacune des poutres qui aboutissent en ce nœud-là. Et donc, le moment de 1000 plus 1875, donc j'ai calculé un déséquilibre de moins 1875, donc il me faut une valeur de 1875, je dois les répartir entre les trois valeurs, donc j'ai 0,273, ou bien 27,3% si vous voulez de 1875, 27,3%, ça va me donner 511. Et 36,4%, ça va me donner 682. 36,4%, 682. Voilà, et je répartis, en faisant de la sorte, je répartis la valeur du moment attaquant en trois valeurs. Alors la façon de fonctionner, c'est que 1, on arrondit à l'entier le plus proche, et on essaie de faire des concessions de manière à ce que la somme des trois nombres, la somme des trois valeurs, soit exactement égale au total qu'on a dû transmettre, qu'on a dû répartir. En l'occurrence ici, 682 fois 2 plus 511, on voit bien que ça fait 1875. Alors des fois, à cause de l'arrondi, on n'a pas toujours une somme qui est respectée, donc c'est ça que je veux dire, on fait des concessions, de manière à ce que la somme des valeurs qu'on a réparties corresponde à la valeur qu'on voulait exactement répartir. Alors dès que ça s'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On transmet les valeurs des moments à l'autre extrémité, d'accord? Et on sait qu'on doit envoyer 0 quand l'autre extrémité de l'élément est rotulé, donc là on envoie 0, ici on envoie la moitié, donc 682 divisé par 2, je recopie 341, et 682, je l'envoie à l'autre extrémité qui est encastrée, donc je recopie 341. Ok, donc c'est opération de transmission après avoir fait l'opération de répartition. Pour indiquer qu'on n'a pas oublié de transmettre, on souligne, d'accord, la somme globalisée. On souligne les moments à partir du moment où on les a transmis. Donc d'abord on répartit, et puis au moment où on les transmet, on souligne le moment, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on vient de créer un moment d'encastrement, par exemple ici en bas à gauche. Ok, c'est une bonne chose, c'est pas grave, c'est un encastrement, mais on constate surtout que pour que le nœud 2 ne bouge pas, parce qu'en fait on l'a gardé bloqué, lui on a dit que, souvenez-vous, que le delta U2 était égal à 0, pour que le nœud 2 ne bouge pas lorsqu'on vient de faire bouger le nœud 1 maintenant de delta phi 1, mais pour qu'il ne bouge pas, on se rend compte qu'il fallait donc créer un encastrement, et qu'on voit qu'on vient de créer un encastrement, et la valeur du moment vaut 341. Mais ça, évidemment, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas réellement un encastrement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le déséquilibre au niveau de ce nœud-là, 341, et on va le corriger par une valeur donc de moins 341.
Et donc, moins 341, je vais le répartir entre les trois barres qui aboutissent en ce nœud-là. Il y a 27,3% qui va partir à droite, ça nous donne une valeur de moins 93. 36,4% qui part à gauche, ça nous donne moins 124. Et 36,4% qui part en bas, ça nous donne une valeur de 124. D'accord? Donc la valeur du moment, qui est un moment attaquant, donc un déséquilibre ou un résidu si vous voulez, j'ai envie de l'annuler, et donc je me débrouille pour l'annuler, et donc j'obtiens les valeurs de moins 93, moins 124 et moins 124. Qu'est-ce que je fais dès que j'ai réparti les valeurs? Je les transmets, et pour les transmettre, le moins 93 va nous donner 0, rien du tout. Je souligne et je mets 0. Le moins 124, je souligne et j'écris moins 62. Et le moins 124 en face, je souligne et je mets 62. Alors il y a une chose qui est relativement intéressante, c'est qu'à partir du moment où on a terminé l'opération de transmission, vous voyez que tous les nombres qu'on a soulignés dans la boîte ici, ils sont tels que la somme de tous les nombres qui se trouvent au-dessus est égale à 0. Ben oui, c'est logique, puisqu'on avait un déséquilibre de 341, et on vient de se débrouiller pour le découper en 3 morceaux, de manière à ce que la somme de ces 3 morceaux soit égale à moins 341. D'accord? Donc on a un truc, si vous voulez, pour vérifier qu'on n'ait pas fait d'erreur dans la méthode de Cross, c'est que chaque fois qu'on voit des barres dans les boîtes, mais on sait que la somme de tous les nombres qui sont associés, enfin qui sont visibles dans toutes ces barres, et qui sont les nombres qui sont associés à un même nœud, elle doit être égale à 0. On avait déjà la même chose à l'itération précédente, j'en ai pas parlé tout de suite, c'est seulement maintenant que je vais le faire remarquer, mais vous voyez, si je fais la somme des trois nombres, ou de tous les nombres pardon, qui sont au-dessus des trois barres que j'ai représentées, donc le moins 1875, plus 511, plus 682, ça fait bel et bien 0, parce que l'équilibre était respecté. Chaque fois qu'on a tracé des barres, ça veut dire qu'on vient de terminer de transmettre, et juste avant de transmettre, on avait réparti. Et si on avait réparti, en fait, ça veut dire qu'on s'était débrouillé pour que l'équilibre soit bel et bien vérifié. Ok, et le process, il continue exactement de la même manière. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? On voit que pour le nœud 1, on avait déjà quelque chose qui était en équilibre, mais on vient de créer un déséquilibre. Et donc, on a un nouveau déséquilibre de moins 62. Vous voyez que le déséquilibre de moins 62, il est beaucoup plus petit en valeur absolue que le déséquilibre qu'on avait avant, 1875. Okay, on l'a divisé par un facteur 30 à peu près. Et donc, ce qu'on va faire, on va encore itérer 2 coups. Et le moins 62 qui est là-bas, on va pouvoir le ramener à 2 ou une valeur inférieure, puis si on est capable de le diviser encore par 30. Ok, donc on converge de la même manière. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux vous expliquer très rapidement. Donc le moins 62, on va devoir l'équilibrer avec un plus 62. Le plus 62, on va le répartir entre 17, 23 et 23. Quand ça, ce sera terminé, le 17, on doit l'envoyer à gauche, donc transmettre, on ne transmet rien du tout. Le 23, je le souligne, je transmets 11. L'autre 23, je souligne et je transmets 11. Je vois qu'au nœud de droite, maintenant, là où on avait un équilibre préalablement, on vient de créer de nouveau un déséquilibre qui vaut 11. Donc pour faire ça, je vais considérer un autre moment de 11, de plus 11, que je vais répartir entre les trois éléments. Donc ça va nous donner... je vais créer un autre moment de moins 11 qui va s'ajouter au 11 pour obtenir 0. Donc j'ai des moments qui valent moins 3, moins 4, moins 4. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chacun de ces moments les transmettre. Le moins 3 ici en haut à droite, je le transmets vers un 0. Le moins 4, je le transmets vers un moins 2. Le moins 4, je le transmets vers un moins 2. Ce moins 2 là, je dois le répartir entre les différents éléments. Vous voyez que ici j'ai choisi de le répartir en plus 1, plus 1. Et voilà, en fait, pour être rigoureux, j'ai quand même malgré tout utilisé un plus 1. Donc là, j'ai créé un petit déséquilibre d'une unité. Et puis, cette valeur de 1, je dois la transmettre à l'autre extrémité. Et là, je devrais transmettre éventuellement un 0 ici. Là, je pourrais transmettre un 0 ou un 1. Après, c'est discutable de voir ce qu'on veut transmettre ou ne pas transmettre. Et puis voilà, et le process, il est terminé. Donc on a convergé. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a plus qu'à ajouter les valeurs des moments qui correspondent à chacune des itérations. Donc vous avez bien compris qu'au début, on avait des moments qui étaient les moments dans la structure cinématique de référence, donc celle qui était bloquée. Et au fur et à mesure qu'on a imposé des rotations du nœud 1 et du nœud 2, vous voyez qu'au fur et à mesure, on a créé des moments dans la structure. Donc on n'a plus qu'à calculer pour chacune des boîtes la somme des valeurs. Okay, donc la somme de toutes ces valeurs, elle est représentée ici.
la somme de toutes ces valeurs, elle est représentée là-bas, et ça ne nous donne rien d'autre que les valeurs des moments avec les conventions méthode des rotations. On obtient donc les valeurs des moments, qui sont les moments aux extrémités de chacune des barres. 705, etc., etc. Quand tout ça est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Quand tout ça est terminé, on le remet à l'échelle avec le facteur qu'on avait choisi. D'accord? Donc je dois encore multiplier tout ceci par 10 exposant moins 4 et par FL, qui était le facteur de mise à l'échelle que j'ai choisi au début. Et donc, par exemple, le moment qui est là-bas, pour l'interpréter, je sais que ça vaut... c'est un moment qui vaut moins 0,1346 FL. Okay, c'est un moment à l'extrémité droite de la barre. Donc si j'avais considéré que la fibre de référence est cette fibre-là, je sais que je ne dois pas le changer, d'accord? Je vous renvoie vers la conversion des moments selon qu'on est en convention RDM ou en convention méthode des rotations. Donc je sais que l'extrémité droite, je ne la change pas. Et donc j'ai bel et bien un moment d'encastrement qui vaut moins 0,1346 FL. Ok, lorsque ça est terminé, on peut dresser le diagramme de moment. Donc on vient de calculer comme ça les valeurs des moments aux extrémités des barres. Donc celui-là, je les trace avec les conventions, par exemple, de la méthode avec les conventions de la méthode des RDM, la résistance des matériaux. Donc on calcule ainsi les valeurs de tous les moments qui sont les moments aux extrémités des nœuds. Vous voyez, le 705, il est là. Le 353 que j'ai changé de signe, il est là-bas, etc., etc. Et puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a les valeurs des moments aux extrémités. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer de nouveau en utilisant le théorème des deux moments. On peut tracer le diagramme des moments comme d'habitude, de manière à reproduire les valeurs des moments aux points qui sont les points caractéristiques de la structure. Voilà. Et ceci clôture en fait l'établissement de la méthode de Cross. Si vous avez compris ça, vous avez compris exactement comment la méthode fonctionne. Il faudra peut-être un exercice ou deux pour vous familiariser avec la méthode. Donc vous voyez qu'en fait, je vous ai parlé de choses qui sont mathématiquement un petit peu compliquées, puisque je vous ai reparlé des algorithmes qui sont utilisés pour calculer une structure au sens de la méthode des relaxations partielles. Et puis en fait, je vous ai montré que c'était rien d'autre que cette méthode-là qui se cache derrière la méthode de Cross. Et donc si vous avez bien compris, je pense que donc, l'essence de la méthode, elle consiste à faire tourner alternativement les différents nœuds de la structure, de manière à rétablir progressivement des équilibres de moments en chacun des nœuds de la structure. Alors, si on était intéressé par le calcul des rotations aux nœuds, c'est très rare. Généralement, on calcule des déplacements. Si on veut un déplacement, on va utiliser le théorème de la force unité. Mais si on était intéressé par le calcul d'une rotation en un nœud, qu'est-ce qu'on ferait? On aurait besoin d'une opération supplémentaire et qui consiste à ajouter les incréments de rotation qu'on a imposés à chacune des itérations. Je l'ai souligné tout à l'heure, c'était le M. Je l'ai souligné, mais je l'ai peut-être effacé a posteriori. Non, le voilà. C'était le M divisé par la raideur du nœud qui nous donne le delta phi, donc la valeur de la rotation qu'on a imposée à ce nœud-là. Et donc en fait, il suffit de faire la même chose. 1875, ce sont les valeurs des moments qui ont été répartis. Donc il suffit de faire la même chose à chaque itération, de prendre toutes les valeurs des moments qu'on a dû répartir au nœud. Donc vous voyez, on a commencé par un 1875. Lui, il nous a donné une première rotation qui vaut 1875 divisé par 11i sur L. Et puis à l'itération suivante, on a eu un moins 62. Et puis à l'itération suivante, on a encore eu un autre moment, etc., etc. Et donc, en fait, toutes les valeurs des moments qu'on a dû répartir à un signe près, mais c'était moins 1875, moins 62. En fait, ce sont toutes les valeurs qui ne sont pas soulignées. Et le moins 2, ce sont tous les moments attaquants par rapport aux moments qui ont été transmis. Bien, si on fait la somme des rotations associées à chacun de ces moments, on aura la rotation totale du nœud. D'accord? Donc, en résumé, pour calculer les rotations, on sait bien qu'à chaque itération, qui consiste en une opération de répartition et une de transmission, il correspond à un incrément de rotation à un nœud. Les rotations au nœud, elles sont calculées en ajoutant tous ces incréments-là.
Donc, deux possibilités. Soit on fait le calcul de la rotation globalement, comme je viens de vous l'expliquer, sur le nœud, en utilisant tous les moments attaquants, donc c'est-à-dire le moment attaquant à chacune des itérations, qu'on change de signe, parce qu'on n'oublie pas qu'on l'a changé de signe pour faire l'équilibre, et on utilise la raideur totale du nœud. Donc, dans l'exemple qui nous intéressait, c'était en fait un 11 EI sur L. Ou alors l'autre option, ce serait de faire quoi? Ce serait de le faire barre par barre, en utilisant le moment qui a été distribué à chacune des barres. Ça, c'est l'option 2. Je vous l'illustre rapidement. L'option 2, elle consisterait à dire quoi? Elle consisterait à dire, en fait, parmi tous les moments qui ont été distribués, en fait, je vois que j'ai envoyé un moment 682 ici dans cette barre-là. Mais sa raideur à elle vaut 4 EI sur L. Et donc ça veut dire que si elle a ramassé un moment de 682 après la répartition, la valeur de la rotation du nœud, c'était 682 divisé par 4 EI sur L. Et à l'itération suivante, elle a ramassé un moment de 23 et à la dernière un autre de 1. Et donc au total, la somme des rotations qui a été vue par cette barre-là, c'est 682 plus 23 plus 1 divisé par 4 EI sur L. Évidemment, c'est la même chose que la somme des valeurs que j'indiquais tout à l'heure, qui était 1875 plus 62 plus 2 divisé par 11 EI sur L, puisqu'on voit qu'entre les deux, il y a un rapport qui est égal au coefficient de répartition et qui est précisément le nombre qu'on a utilisé. Et donc en fait, on voit qu'on a deux méthodes pour calculer les rotations au niveau des nœuds. Donc si on vous demande de calculer une rotation de nœud en post-traitement de la méthode de Cross, vous avez deux options pour le faire, soit globalement pour le nœud, soit en choisissant une des barres. Là, j'ai choisi de prendre la traverse, l'élément central, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre élément, ça fonctionnait aussi. Vous voyez que si j'avais utilisé l'élément inférieur qui a la même raideur que celui dont je viens de parler, j'aurais obtenu exactement le même résultat. Ou bien j'aurais pu obtenir en ultime recours, en ultime possibilité, la même chose en partant de l'élément en haut à gauche. Et donc en faisant 511 plus 17 plus 1, plus 17 plus 1, je vais l'écrire comme ceci, divisé par la raideur de cette barre-là, 3 EI sur L. Et j'ai la même chose que 682 plus 23 plus 1 divisé par 4 EI sur L. Ou bien, ce que j'avais expliqué dans l'option 1, je change le signe de la valeur du moment parce que c'est le moment que j'ai dû répartir. Une fois, deux fois, trois fois, divisé par 11 EI sur L. Et ces trois résultats-là, bien sûr, ce sont exactement les trois mêmes résultats. Ça, c'est la valeur de phi au nœud 1. On peut faire la même chose, bien sûr, pour calculer la valeur de la rotation au nœud 2. Ok, donc tout ceci est détaillé avec un petit peu plus de détails et des valeurs numériques pour l'option 1 et pour l'option 2. Qu'on prenne l'option 1, je vous laisse regarder les détails à votre aise, mais qu'on prenne l'option 1, je vais essayer de respecter le même code couleur. Donc si on prend l'option 1, au nœud de gauche, on regarde les valeurs des moments au total, on n'oublie pas de les changer de signe. D'accord, donc ça nous donne une rotation qui est positive. Ici, le fameux 17 milliradians qu'on a déjà vu, etc. etc. Et si on prend l'option 2, c'est celle qu'on avait regardée en vert ou bien en bleu. Si on prend la barre de gauche, 511, 17, etc., etc. Et ce sont toutes les valeurs qu'on avait regardées pour le moment. Et si on n'a pas pris cette barre-là, mais si on avait pris l'autre barre, on aurait eu 682 plus 23 plus 1 divisé par le 4i sur L. Voilà. Donc en fait, c'est un très bon check. Hein. Si on vérifie les rotations des barres et qu'on obtient les mêmes résultats en partant de différentes barres, c'est un calcul qui est relativement simple. En fait, on se rend compte que on s'est probablement pas trompé. D'accord ? Donc dans les vérifications qu'on peut faire, c'est que la rotation d'un nœud est la même pour toutes les barres qui arrivent au nœud. Ok, c'est obligatoire. Un autre type de vérification qu'on peut faire en post-traitement de la méthode de Cross pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises, c'est de vérifier que la somme de tous les moments en un nœud équilibre bien les moments qui sont sollicitants, donc les moments qui sont appliqués à ce nœud-là, ou qui proviennent des charges extérieures. Voilà, ceci couvre donc l'entièreté de ce que je voulais vous raconter à propos de la méthode de Cross.
On en a vu un établissement mathématique, donc les bases, c'est une méthode de relaxation partielle qui est utilisée. On a vu l'implémentation de cette méthode de relaxation partielle à la résolution du système K fois U est égal à P moins KP. Et ensuite, on a vu comment tout ça pouvait se mettre en musique à l'aide d'une petite méthodologie relativement simple qui consiste à représenter la structure et des différentes boîtes pour recevoir les valeurs des moments. Et ceci correspond donc précisément à ce que Hardy Cross avait imaginé maintenant il y a presque une centaine d'années. Voilà. Il n'y a plus qu'à appliquer tout ça dans les exercices et vous verrez que la méthode de Cross est très efficace. On peut l'utiliser pour étudier des structures où il y aurait éventuellement 4 degrés de liberté en rotation, voire même peut-être 5, chose qui est relativement compliquée à mettre en musique quand on veut résoudre la même structure par la méthode des rotations, parce que sinon on devrait inverser une matrice complète. Et vous voyez ici que la matrice, on ne l'a pas inversée du tout, on ne l'a même pas assemblée. Okay, et c'est ça qui fait la puissance de la méthode de Cross. Voilà, ceci clôture ce que je voulais dire. Bon amusement avec les exercices.